Alors aujourd'hui, mes collègues coachs, j'ai un sujet que j'adore et que j'aimerais partager avec vous. Le sujet, c'est la prévention des conflits dans nos communications. Alors, bien entendu, juste pour faire une petite introduction, je pense que chacun d'entre nous, on a tous de l'expérience au niveau des conflits, peu importe que ce soit au plan personnel ou au plan professionnel. Mais je voulais profiter du confinement en ce moment pour aborder ce sujet-là parce qu'on entend, en tout cas moi pour ma part, j'entends beaucoup de gens dire, j'ai l'impression que dans le confinement, autant à la maison, parfois on est trop proche, on est dans notre bulle, c'est plus difficile, c'est moins évident. J'entends d'autres aussi que le télétravail, oui, c'est intéressant, mais parfois on a de la difficulté à bien fonctionner, à bien se comprendre, puis parfois il y a quelques tensions qui sont là. Puis, juste avant je voudrais vous entendre de votre côté si vous avez déjà vécu des situations de conflit. Moi, pour ma part, quand ça arrive au niveau du conflit, ce que je voulais partager avec vous, c'est j'ai souvent essayé, dans des situations de conflit, d'utiliser des techniques de résolution de problèmes. Puis souvent, ça ne marchait pas. Et j'ai une petite idée là-dessus, mais j'aimerais d'abord vous entendre pour lancer le sujet. Hey, Bruno, si tu me permets, je prends le ballon beau. Moi, je vais te la renvoyer dans pas long parce que euh, comment définirais-tu le conflit en tant que tel? Parce que c'est clair que on a chacun nos perceptions différentes, on a chacun nos désaccords, on a chacun nos manières de voir les réalités sous notre propre angle. Et je pense que la plupart des gens en sont conscients. Et puis, je pense qu'à quelque part, c'est très sain d'ailleurs d'avoir des différences de perception pour pouvoir éventuellement avoir différents points de vue et tout. Puis c'est une espèce de richesse dans la diversité. Jusqu'où irais-tu définir un conflit versus soit un désaccord, une manière différente de voir les choses, parce que au départ, cette situation-là peut même être enrichissante dans cette complémentarité-là des différences. Mais jusqu'où tu vas dans la définition d'un conflit? C'est quoi un conflit pour toi, en fait? Le conflit, c'est ça. Puis merci Alain de ton intervention. Le conflit, à la base, pour qu'il y ait présence de conflit, il faut qu'il y ait une divergence de perception. Parce que si on est d'accord à la base, il n'y aura jamais de conflit possible. Donc, à partir de la divergence de perception, pour en arriver à ce que ce soit un conflit, c'est la dimension de la tension émotionnelle. Une tension émotionnelle qui s'ajoute à ça. Sinon, s'il y a juste un désaccord, on fait un choc de perception, puis on partage notre désaccord. S'il n'y a pas la dimension de tension émotionnelle, à la limite, on va partager des opinions différentes, mais on n'entrera pas en conflit. Le conflit, c'est une dimension émotionnelle à la base. Exemple, un choix de restaurant, quelque chose de très neutre, on mange de l'indien, on mange du vietnamien, il n'y a pas d'émotion là-dedans, mais si je perçois qu'on choisit tout le temps ton restaurant, on choisit jamais, on ne prend jamais en considération mes choix à moi, là j'ai de l'émotion là-dedans, là ça bouillonne. Tout à fait. C'est toujours toi qui choisis, puis finalement, tu as toujours une bonne raison pour qu'on fasse tes choix, puis, et là, la tension commence à monter, à monter, à monter, jusqu'à temps, on le dit souvent, on explose quand on arrive vraiment à la pointe du conflit. Ouais. Okay. Parce que je remarque souvent, moi, c'est que ça bouillonne beaucoup en dedans, hein, souvent. Puis justement, l'explosion arrive après. Puis souvent, si on réglerait des trucs très, très rapidement, juste de vérifier c'est quoi la perception ou c'est quoi la personne voulait vraiment dire. Parce que souvent, on parle d'une langue, l'autre comprend une autre langue aussi. C'est ce que je remarque beaucoup. Puis on le voit aussi au niveau même des communications courriels ou même vidéo. Des fois, si on regarde quelqu'un, il regarde un peu ailleurs sur son écran, on pense qu'il n'est pas attentif, là, on fait un build-up intérieur. Je ne ferai plus jamais de Zoom de ma vie. Et puis, ça grossit puis ça explose. Là. Je pense que des fois, c'est juste de dire tu cherches quelque chose, as-tu un problème technique? C'est juste au moins poser la question. Moi, ça aide beaucoup justement peut-être à défaire ces conflits-là potentiels. Là. Puis ça marche bien pour les affaires, moins bien souvent avec la conjointe ou avec les enfants. Là, mais... je pense qu'il y a une dimension aussi, une dimension durée, puis une dimension, j'allais dire, contextuelle, dans le sens où si j'ai à travailler avec une personne d'une personnalité qui est à la limite opposée à la mienne, mais que je suis tous les jours avec cette personne-là et que j'ai à travailler en équipe, le conflit potentiel va être plus élevé que simplement si je rencontre une personne occasionnellement qui, elle, a telle et telle croyance ou est supporter de tel et tel leader politique.
Et moi, je suis tout à fait l'inverse. Alors, je pourrais avoir un désaccord momentané, mais ce ne sera pas nécessairement un conflit. Il y a peut-être cette dimension-là aussi, durée, contextuelle. Si j'ai à travailler en équipe avec un objectif, un but commun, et que moi, je vois ça d'une manière A et que d'autres personnes voient ça d'une manière B, ben, le conflit potentiel risque d'être plus présent de par ce contexte-là. Non? Moi, je vous lance la balle. Oui, je vais la prendre à Alain. C'est drôle parce que tu as amené un point que je voulais apporter. Il y a plusieurs sources de conflits, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont universelles. La religion et la politique, c'est deux sujets très chauds là, qui des fois, il n'y a pas de logique. C'est des émotions, c'est un état, c'est une façon de penser. C'est même le sport, on pourrait même mettre là-dedans. Le sport, c'est quasiment une religion. Il y a des sujets qui sont très pointilleux, il faut faire attention. Et pour rebondir un peu, qu'est-ce que Martin disait aussi, c'est que quand on pose des questions, quand on donne une rétroaction, souvent c'est parce qu'on est écouté, là, ou on est curieux de savoir plus, on a une ouverture, versus Stephen Covey a dit, l'auteur de best-seller, souvent écrit, les gens ont tendance malheureusement à pas écouter pour entendre, mais écouter pour répliquer. Ils parlent, un parle par-dessus l'autre. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas vraiment de sens. Si tu n'écoutes pas, tu n'as pas le respect. Si tu n'as pas le respect, c'est là que ça va faire boule de neige, le conflit. Et on voit ça, deux personnes qui se parlent, qui ne s'écoutent pas, on le voit, là, c'est n'importe quoi. Là. Ça va n'importe où, puis c'est là que ça fait des étincelles. C'est pas dans le bon sens. Il y a des éléments qui est important, Dave, aussi dans ce que tu apportes. Dans la notion d'écoute, oui, mais quand on tombe avec deux personnes qui sont chacune convaincues d'avoir raison, puis ils se donnent chacune la mission ou le mandat de faire prendre conscience à l'autre qu'ils ont raison. De convertir. Ouais. Là, ça devient difficile parce que c'est exactement ce que tu disais. Là, les gens, au lieu d'être à l'écoute, chacun prépare sa réplique pendant que l'autre est en train de parler. Et c'est là que la tension émotionnelle va monter. Puis à un moment donné, soit que quelqu'un des deux dit « bon, on va aller régler ça au rack à bicycle », mais dans le sens que la tension monte et ça finit par exploser. Et c'est là où on retrouve parfois des comportements où les gens regrettent par la suite parce qu'il y a eu un trop-plein d'émotions par rapport à une situation. Alors que s'il y avait eu simplement un minimum d'écoute ou à la limite de validation du message, dans le sens que, moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, Dave, c'est telle affaire. Est-ce que c'est ça que tu cherches à me dire? Et là, je peux nommer mon opinion différente par la suite avec une attente qu'il y ait un minimum d'écoute de ton côté. Et si oui, on est capable de parler de sujets sur lesquels on est en désaccord sans monter dans le conflit comme tel. Oui. Je pense qu'il y a certaines pratiques qui est le bâton de la parole. Tu sais, les gens, tant qu'ils ont le bâton, peuvent parler, puis ils passent le bâton. C'est sûr qu'en affaires, ça fait bizarre un peu dans une salle de conférence. Là, le manche à balai, ça devient le bâton de parole. Mais ça m'amène à penser, il y a tous les mots vagues, creux un peu, j'aime pas ça, ou des trucs comme ça, qui fait que c'est là qu'on devrait aller chercher la précision. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'est-ce qui est ça? Parce que des fois, on pense que c'est une chose, mais ça peut être totalement quelque chose de différent. Puis donc, ce que tu dis, Bruno, de valider, de dire, bon, mais j'ai entendu ça, est-ce que c'est bien ça? Ça aide beaucoup à l'éviter, ce conflit-là. Puis peut-être, des fois, moi, j'ai remarqué, des fois, on va s'assiner pendant 5 minutes avec quelqu'un pour se rendre compte, dans le fond, on avait la même opinion. Puis c'est juste une question de... On ne disait pas les bons mots ou l'autre ne les entendait pas vraiment. Puis j'ai vécu ça avec un beau-frère à une certaine époque, que lui, il était souvent en désaccord continuel avec les gens. C'était son mode normal. Puis dans le cadre d'une conversation, je changeais mon opinion juste pour voir s'il restait sur la même position ou s'il changeait de position. Puis il changeait de position parce que lui, le conflit était requis dans sa vie. Il avait besoin de cette bataille-là verbale continuellement. Donc, des fois, c'est juste de regarder un peu plus loin que notre propre nez pour voir exactement qu'est-ce que la personne essaie de faire là-dedans. C'est un mode d'expression, le conflit, aussi. Les gens, des fois, ont besoin de se tirailler un peu parce qu'ils ont l'impression peut-être d'exister dans cette voie-là comme telle. C'est sûr que ce n'est pas idéal, là, mais c'est ce que j'ai remarqué. Je pense, si je reprends la balle, Martin, je pense qu'une des sources de conflit est reliée beaucoup au type de personnalité aussi que l'on est. Je pense qu'un des points importants, c'est d'abord apprendre à se connaître nous-mêmes et comprendre aussi qu'il y a d'autres types de personnalités.
On a chacun nos manières de voir, de fonctionner, nos motivations et tout. Il y a des gens qui ont peut-être une personnalité un peu plus guerrière, affirmative. C'est des leaders, entre guillemets, avec une espèce d'autorité formelle dans la plupart des cas. T'en as d'autres qui, eux, vont fonctionner dans leur estime d'eux-mêmes en achetant la paix. Alors, si je mets ces deux personnalités-là ensemble, c'est clair que j'ai un conflit larvé où une personne, à un moment donné, qui achète la paix continuellement, peut-être que la marmite peut, à un moment donné, exploser parce qu'on met toujours le couvercle dessus. Il y en a d'autres, à un moment donné, qui vont, par stratégie, essayer de se valoriser pour arriver à leur fin, etc. Donc, ça, c'est toutes sortes de conflits potentiels larvés. On n'est même plus dans la communication, mais dans l'essence même de la personne, parce qu'ils ont chacun des motivations différentes dans leur affirmation de soi, de ne pas tomber dans la grande psychologie. Mais je pense que dans le mot de solution aussi, de manière très, très pratico-pratique, je pense que c'est important de respecter les gens comme on aimerait qu'ils nous respectent nous aussi, au départ. Ça, je pense que ça peut déjà, à un moment donné, enlever une grosse partie de conflits potentiels parce que c'est un minimum de compréhension, d'empathie et de respect. Et ça part de là parce que c'est clair qu'au départ, nos motivations, nos manières de voir les choses, elles sont plus différentes. Et juste en avoir conscience et le respecter, je pense que ça va aider dès le départ à désamorcer les conflits potentiels. Excellent point. Le respect, je pense qu'il faut aussi, compte tenu de la situation actuelle, être à l'écoute, pour moi, c'est aussi d'observer l'autre, pas juste de l'entendre, mais de l'observer, puis d'imaginer que lui, la situation actuelle avec le COVID-19, il a vu peut-être autrement. Il est peut-être en mode anxiété fois 1000. Il n'y a peut-être pas de signes extérieurs évidents. Il n'est peut-être pas en train de trembler puis tout ça, mais juste de l'imaginer, c'est ça, faire preuve d'empathie un peu, de dire peut-être qu'il vit ça difficilement. Puis d'être bienveillant par rapport à ça. Puis, il y a des expressions ou des vieilles trucs qu'on disait, de se tourner la langue 7 fois avant de parler. On a 2 oreilles, une bouche, on devrait se servir des oreilles 2 fois plus que la bouche, puis ces choses-là. Je pense que c'est le fun de se les rappeler aussi dans le contexte actuel. C'est important, Martin, parce qu'effectivement, il faut tenir compte que ce qu'on considère être la réalité, en fait, c'est simplement le reflet de la façon dont on a filtré cette réalité. Et moi, dans une même situation que toi, Martin, je peux avoir une position X et toi avoir une position Y, puis chacun est convaincu qu'on a raison en fonction de la façon dont on a décodé et filtré cette information-là. D'où l'importance de revenir sur les faits observables et mesurables, plutôt que sur des jugements ou des mots qui sont trop larges. Si, par exemple, je fais le commentaire, Martin, où je dis, Martin, tu devrais être plus discipliné. Hein? Discipliné pour moi, ça veut dire quoi? Discipliné pour toi, ça veut dire quoi? Si on ne prend pas le temps de le définir sur moi, discipliné, c'est ceci, cela, sur des faits observables et mesurables, on n'arrivera peut-être pas à s'entendre nécessairement, ou à la limite, on va se dire « Oui, tu as raison, Bruno, mais on ne sait même pas de quoi on parle. » Puis si moi, la discipline veut dire le sévice corporel d'un parent parce que tu n'écoutes pas puis que tu te fais donner la strap ou la règle, ou peu importe, on part, ça se peut que je fasse la défensive si tu me parles de discipline. Oui, je vais baisser mon pantalon pour recevoir la fessée, ça dépend. Et tout à fait, et il se peut très bien que je ne comprenne pas ta réaction. Et qu'au lieu d'aller vérifier sur les faits, et c'est là que la tension émotionnelle va monter, là, je vais porter un jugement. Tu devrais porter plus attention à ceci. Et là, on est en train de se monter l'un contre l'autre sans savoir précisément à quoi on fait référence de façon observable et mesurable. Et mettons, cette escalade-là, comment on l'arrête, l'escalade, dans le fond? C'est ça. Alors, à mon avis, lorsque on prend conscience que la tension commence à monter, c'est de pouvoir prendre un pas de recul, puis juste de pouvoir exprimer à l'autre, de revenir sur des faits observables et mesurables. Martin, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'à chaque fois qu'on aborde le sujet de la discipline, rapidement, en quelques secondes, on n'est pas capable de se comprendre? Et si on arrive sur « oui, OK, parfait. Est-ce que tu aimerais ça qu'on soit capable de parler de discipline en étant capable de se comprendre? » On va aller chercher un terrain d'entente. Oui, OK. Alors, comment on va faire ça? Là, on va définir un peu. On va revenir peut-être sur des faits, définir c'est quoi la discipline, etc., pour être capable d'en discuter, même si on a une position différente. Mais on
on va être en mesure de régler la situation ou trouver un terrain d'entente sans entrer dans la tension émotionnelle qui risque de créer le conflit. Parce que lorsqu'on est en conflit, malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'intelligent qui va sortir en bout de ligne, là, parce que c'est l'émotion qui s'exprime. Ça peut arriver si on peut avoir une conversation mature, si on veut. Mais qu'est-ce qu'on fait quand puis là, je pose la question à tout le monde, dans le fond. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur, je ne sais pas, moi, un Donald Trump de ce monde, tu sais, des gens qui sont soit totalement narcissiques ou ces choses-là. Moi, j'aurais tendance à dire, bon, il faut s'éloigner de ces situations-là le plus possible parce qu'il n'y a rien à faire, mais y a-tu, selon vous? Là, Martin, je pense que tu parles vraiment de l'exception exceptionnelle. Okay. On parle quand même dans le cadre des gens qui sont dans une santé mentale relativement équilibrée. Correct et équilibrée. Donc là, c'est des cas, je pense, plus pathologiques à laisser aux spécialistes. Non, ceci étant dit, je pense que, du coup, ce que vous aviez dit aussi, je pense qu'il faut que les deux parties aient conscience qu'il y a un conflit, parce que dans certains cas, il y a des gens qui vont dire « non, pas de problème ». C'est comme ça que ça marche. C'est ma réalité, puis tu sais, c'est my way ou DI way, comme on dit. C'est pas tout le monde qui a nécessairement cette volonté-là de reconnaître qu'il y a un conflit potentiel. C'est les autres, c'est pas moi. D'abord en avoir conscience et prendre justement ce temps d'arrêt-là. C'est quoi le pire qui puisse arriver dans le statu quo actuel versus le meilleur qui peut arriver si on reste comme ça aussi, c'est avoir cette capacité-là d'analyse et de prise de conscience. Et je fais un petit parallèle avec la fameuse analyse transactionnelle, la relation parent-enfant versus adulte-adulte. Dans une relation où là, j'ai tendance peut-être à être comme un parent qui veut prendre l'ascendant, qui pense avoir raison, même si mon objectif est d'aider en passant. Ce n'est pas nécessairement négatif. Et Claude est dans un mode plus enfant, donc émotif, réactionnel. Ça va être difficile de gérer le conflit parce qu'on est dans une relation gagnante-perdante jusqu'à un certain point. Donc, c'est de ramener ça, comme Bruno le disait aussi, de manière très factuelle dans une relation adulte-adulte, ton neutre, bienveillant, basé sur les faits, pour se dire, bon, c'est quoi qui fait pas mon affaire, c'est quoi qui me dérange, c'est quoi les besoins qui sont pas nécessairement comblés, est-ce qu'on peut s'asseoir et simplement les exprimer de manière la plus neutre possible et factuelle. Mais c'est clair que, pour reprendre l'exemple que tu disais à un moment donné, il y a des rendus dans les croyances, dans le fanatisme, dans la désinformation, dans la perception de prendre ce qui fait notre affaire pour renforcer ces croyances-là, ça va être difficile parce qu'il y a des cas pathologiques de narcissisme compulsif, trip de pouvoir, etc. Ça, on est rendu plus loin. Pour faire du pouce sur l'exemple que tu donnais sans renommer la personne. Peut-être un point qu'on a peut-être moins abordé, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, pas mal tout se dit, c'est souvent dans le comment, quand qu'on le fait, là. Il y a des choses qui se disent, mais des fois, c'est mieux de le dire one-on-one, pas devant le public, parce que là, tu peux choquer, là, tu vas créer, tu vas chercher l'orgueil, puis là, ça peut faire juste boule de neige. Des fois, c'est juste le comment, le non-verbal. Je pense, Martin, tu as fait un petit clin d'œil à ça. Quand tu poses des questions, quand tu regardes, quand tu analyses, là, les gens, des fois, te dire d'une façon avec un ton autoritaire versus se dire d'une façon douce, la réaction va changer. C'est sûr que si quelqu'un te parle bête, il y a des chances que tu répondes bête. Ou tu écrases, mais ça se peut que ça fasse une non-verbale, la façon de le dire. Moi, je me rappelle, j'avais un exemple. Je travaillais dans un entrepôt. Si je demandais congé, puisqu'on avait le droit des congés, des fois, à mon boss, devant tout le monde, il faisait un show, là. Parce qu'il y avait « Ah, vous êtes étudiant, c'est ça, puis dès que vous avez l'occasion, vous prenez des congés, blablabla. » Tout le temps, quand on était one-on-one, il était le premier à dire « Dave, tu travailles, tu en fais toujours plus que les autres. Ça ne gêne pas, prendre ton congé, là. » Il y avait deux personnalités, là. Et c'était son show. Mais c'est la façon de l'approcher, là, de l'évoluer non-verbal, choisir des moments, le ton, ça change beaucoup. Puis c'est sûr que quelqu'un qui parle fort, si tu gardes ton calme, ça va juste plus s'engager, on dirait, mais ça va rabaisser. Il faut que tu l'amènes un peu, tu trouves un équilibre là-dedans. Oui, mais l'humour douteux ou le sarcasme, des fois, va créer le conflit parce que des fois, les gens qui ont un drôle de sens de l'humour, là, puis des fois, ça passe mal.
Mais je voulais te poser la question, Dave, par rapport à la vente et le conflit, communication. On sait que la vente, il y a beaucoup de communication quand même. C'est quelque chose de fréquent? Y a-t-il des choses que tu fais au niveau de la vente pour éviter ça? Oui, ça arrive parce qu'en vente, souvent ça va vite. Souvent, ça se fait des fois par téléphone. Des fois, on prend des actions. On ne peut pas signer tous les contrats. C'est beaucoup de confiance quand ça va à un certain niveau. Puis des fois, c'est pas ça que je t'ai dit, mais là, oui, mais c'est ça que j'ai compris, puis ça arrive un petit peu. Des fois, juste de se mettre dans l'empathie, trouver un terrain d'entente. Ça se peut que j'ai l'erreur, que ça vient de ma part, ça se peut que ce soit vous. C'est sûr que c'est bien, comme tu dis, une rétroaction, que ce soit verbale ou écrit. Moi, j'essaie de le faire. Oui, si vous permettez, je vais vous envoyer un courriel qui confirme notre discussion, parce que ça l'aide un petit peu là, de trouver, si j'ai bien compris, c'est ça. Si j'ai mal compris, j'espère qu'il va me le dire. Là. Mais ça arrive, oui. Puis il faut juste se mettre un peu le côté empathie bien assez important. Puis c'est plate à dire, mais souvent dans les budgets, il y a une partie, peut-être un pourcentage d'argent qui est fait pour allouer pour les erreurs. Des fois, ça arrive dans une année, là, il y a des erreurs, il y a des make good, faire des façons de redonner aux clients. Ça fait partie un peu de l'équation, qu'il n'y a rien de parfait. Puis que ce soit du côté du client, du côté de la vente, du vendeur, il faut trouver un terrain d'entente. Si je peux faire du pouce aussi. Oh, vas-y, Bruno. Non, vas-y, Alain, vas-y. Non, mais moi, je voulais faire du pouce sur ce que tu disais aussi, Dave. De toute façon, dans le fond, on a à se vendre à tous les jours aussi. On est plus dans, peu importe notre travail, on a à se vendre de manière générale et on a tendance à se vendre comme on est. Donc, on a notre personnalité. Donc, c'est une personnalité à la limite très, très relationnelle, très chaleureuse et tout. On aura tendance à se vendre comme ça aussi. Mais il y a d'autres personnalités qui sont à la réception de notre relation. Donc, c'est apprendre aussi à cerner un petit peu les différences parce qu'une personne qui va te dire « Dave, tu as 5 minutes, résume-moi ton offre de service, combien ça coûte, c'est quoi que ça va me rapporter, il faut que tu sois prêt », ça peut être à la limite désarçonnant parce qu'on dit « Oh boy, il n'a pas de cœur », admettons. Tu peux le percevoir comme ça pourrait être… c'est pas nécessairement un conflit, mais en tout cas une espèce d'émotion qui ne sera pas nécessairement agréable. Tout comme des gens, par rapport à une situation qui arrive actuellement, on est dans l'inconnu. Il y a des gens qui vont stresser beaucoup parce que c'est la peur de l'inconnu. Eux, ils sont habitués dans leur routine, dans leur rituel, etc. Et d'autres vont dire « Wow, quelle opportunité de faire les choses différemment ». Tu mets ces personnes-là ensemble, tu peux, entre guillemets, avoir au mieux un désaccord, au pire un conflit parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, je reviens à mon point aussi, c'est d'apprendre à nous-mêmes à se connaître et comprendre que les autres ont des personnalités, des fils perceptuels qui leur sont propres et s'y préparer à conséquence. Donc, à la limite, aux ventes, c'est la même chose. J'imagine, si tu dois présenter une offre de service à un acheteur qui est by the book dans le détail et tout, il faut que tu sois prêt. Si tu vas vendre une offre de service à quelqu'un dans les ressources humaines, ça peut être plus l'aspect humain, chaleureux et tout. Et si tu vas vendre ça à un entrepreneur, il faut que tu lui vendes une vision plutôt que les détails de ton offre de service. Alors, je donne un exemple pratico-pratique, mais ça permet dans cette vision-là, qui est plus une vision générale et compréhensive, de limiter les conflits potentiels, je pense aussi. Ça revient, effectivement, Alain, ça revient au niveau de la qualité de la communication, puis d'être en mesure de savoir à qui on s'adresse. Parce que c'est pas vrai que je vais m'adresser à tout le monde de la même façon et que le message va être compris de la même façon. Alors, mon rôle est beaucoup d'être à l'écoute, mais d'être à l'écoute puis observateur, comme Martin disait aussi, de qui j'ai en face de moi. Et déjà, ça va me permettre de jauger un peu plus de quelle façon je vais aborder les situations. Et s'il y a des désaccords à aborder, ça me donne un meilleur aperçu sur comment l'aborder. Avec certaines personnes, ça ira plus rapidement. Avec d'autres, on aura plus le temps d'en discuter. Certaines personnes sont plus affirmatives. D'autres personnes, au contraire, ont tendance à très peu s'exprimer. Il faut aller chercher un petit peu plus l'argument. Puis, parfois, on se rend compte, là, puis on l'a déjà vécu chacun, parfois, dans une situation, pour éviter un conflit, on va proposer un compromis. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas tout ce que je souhaitais, c'est pas tout ce que l'autre nécessairement souhaitait, mais on risque de se rejoindre à quelque part à mi-chemin
et ça sera acceptable. C'est pas optimal, mais ça sera acceptable dans le contexte, parce qu'il y a peut-être des éléments sur lesquels on a beau le vouloir, on n'a pas de pouvoir nécessairement à changer, puis on devra composer avec. Alors que si on s'acharne malgré tout sur des éléments, on tient mordicus à notre point, on a vraiment une fermeture là-dessus, ben, c'est sûr qu'on est plus propice à faire des étincelles avec certaines personnes. Là. Je pense que notre responsabilité, c'est la clarté avec laquelle on va s'exprimer aussi. Puis pas penser parce que moi, je me comprends que l'autre va comprendre. Souvent, on parle chinois, l'autre parle français. Il y a cet aspect-là, je pense, qui est important. Puis j'ai écouté une vidéo récemment de Chris Voss, qui est un ancien négociateur du FBI pour les prises d'otages. Puis beaucoup, lui, au niveau du conflit, ces trucs-là. Puis il parlait juste au niveau du courriel, tu sais. Il dit, faut jamais présumer comment que le courriel va être reçu, même si vous, pendant que vous écrivez, vous dites, vous chantez quasiment dans votre voix, bonjour, comment vas-tu? À l'autre bout, on ne sait pas dans quel état il va le recevoir. Puis la personne, même si elle serait devant nous, on ne sait pas dans quel état intérieur elle est présentement. Donc, raison plus d'être clair, d'utiliser des mots simples, de s'assurer que si on est dans un domaine complexe, qu'on vulgarise en fait pour être sûr, puis qu'on valide aussi. As-tu bien compris ce que j'essaie de dire, ces choses-là? Juste pour être sûr que notre intention initiale est bien transmise. Puis ça fait une différence. Si on écrit un truc, on pense que c'est clair puis que ça ne l'est pas du tout, l'autre va pouvoir commencer à vivre des émotions par rapport à ça. Moi, je ne comprends rien, il me prend pour ci, il me prend pour ça. Puis la personne est à distance, par exemple, par courriel, parce que c'est une forme de communication qui est très fréquente aujourd'hui, même en texto. Là. On reçoit des textos des fois de nos enfants avec un K, juste le K. Fait que là, ça veut dire OK, ou on présume que ça veut dire OK. Fait que, il y a toutes ces intonations-là, mais eux, on ne sait pas ce qu'ils avaient en tête quand ils nous ont écrit ça. Mais on sait comment on le reçoit. Si on a un malaise avec le cas ou peu importe le type de message, c'est au moins de l'exprimer à l'autre. Quand tu m'écris ça, ça me blesse un peu ou peu importe. À ce moment-là, si la personne persiste, tu dis c'est clair, elle veut me blesser parce que je l'aurais exprimé. Mais je pense que c'est de mettre ça au clair le plus rapidement possible plutôt que de faire un build-up intérieur puis que ça explose dans un souper de famille le 31 décembre. Si je peux faire du pouce là-dessus aussi, Martin, tu parles de clarté. J'irais même un peu plus loin, puis ça pourrait faire l'objet d'une autre capsule. Là. Mais si je ramène ça au niveau de la gestion, c'est aussi dans le courage managérial, c'est à tout le moins s'assurer de la clarté des attentes. Parce que quand ce n'est pas clair d'un leader des attentes qu'il a envers son équipe, c'est une source de conflit potentiel. Et ça part de là. Et souvent, les gens pensent que je leur ai dit, c'est correct, ils devraient bien le comprendre. Bon, on va prendre un petit temps d'arrêt parce qu'on est tous certains. C'est quoi tes attentes? Est-ce que tout le monde les a compris de la même manière? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ça, je pense que c'est un point important aussi à considérer au niveau de l'organisation parce que moi, souvent, dans mes accompagnements terrain avec les gestionnaires, principalement via l'angle de la santé et sécurité, je m'aperçois que ce n'est pas clair, les attentes. Il faut les reclarifier, d'une part. Et d'autre part aussi, un manque de courage, un manque d'équité, un manque de cohérence au niveau de la gestion et des leaders peut créer un conflit potentiel parce que les gens, même s'ils ne le disent pas, vont constater à un moment donné un manque d'équité, un manque de courage à leur gestionnaire et ça, c'est déjà une source de conflit dès le départ. Donc, il faut travailler en amont et souvent coacher, accompagner le leader, le gestionnaire parce qu'au départ, lui-même peut être la source de certains conflits qui, avec le temps, peuvent dégénérer dans les équipes. Il faut garder cet angle-là aussi en tête parce que souvent, on part d'attentes non clarifiées, de rôles et responsabilités qui n'ont pas été clarifiés non plus. Et là, on part à un moment donné dans des tripes d'ego, de pouvoir, d'influence et tout. Il y a un travail à faire en amont, à mon sens. Et ça revient effectivement à la stratégie de communication, là, parce que quand c'est clair dans ma tête, et en plus, je suis convaincu d'avoir raison et que c'est clair dans ma tête, je peux prétendre que le fait de nommer, simplement, tu parlais d'attente, Alain, le fait de nommer cette attente-là devrait être aussi clair pour tout le monde que ça l'est dans ma tête, mais je ne me permets pas de faire la vérification. Donc, en faisant cette vérification, ça permet de beaucoup mieux aller chercher la collaboration et éviter à la base
qu'il y ait des incompréhensions qui se transforment en conflit, parce qu'on le sait par la suite, hein, les gens se parlent entre eux, puis c'est le jeu du téléphone, et tout se déforme, et puis ça devient très, 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 très gros, puis ça explose au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors, tout à fait, Alain. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que je sais qu'actuellement, dans le confinement, on est dans un monde plus virtuel, mais je trouve qu'on va pouvoir retomber dans un mode un peu plus traditionnel, de l'importance de la présence authentique, puis présentielle au niveau de la gestion avec leurs équipes. D'une part, pour clarifier les attentes, comme je le disais, que ce soit via les rencontres d'équipe, mais aussi de par la présence par la suite sur le plancher, sur le terrain, surtout au niveau des opérations. Là, je ne parle pas nécessairement juste dans les bureaux, mais au niveau des opérations, des manufactures et tout, de la présence terrain, présence ciblée, efficace, pour justement aller désamorcer tout conflit potentiel, pour clarifier justement les attentes que l'on a exprimées et tout. Ça, c'est vraiment c'est important parce que ça demande un minimum de présence et de courage et de rigueur, oui, mais le prix vaut la peine à être payé. Ce n'est pas une dépense d'énergie, c'est un investissement. Et puis là, on va faire en sorte que les conflits vont être pas mal sous contrôle et désamorcés, c'est sûr. Je suis curieux de voir avec le confinement. Ouais. Ah, OK. Gildo? OK. Bonjour. Alors, dans le fond, on est rendu à la fin de notre panel de discussion. J'aimerais juste vous demander peut-être quelques mots en conclusion pour terminer ce panel. Je pense qu'il y a eu, on a touché à beaucoup de points intéressants et je suis persuadé là, que ce soit dans le domaine des ventes ou tout simplement dans les relations interpersonnelles, les gens vont avoir compris beaucoup d'informations en ce qui concerne le conflit dans les communications. Alors, à vous la parole pour conclure. Merci. En fait, moi, je dirais avec 2 mots. En fait, c'est précision puis clarté. Si on est précis dans les mots qu'on va utiliser, qu'on n'est pas dans les généralités et qu'on essaie d'amener ça le plus clairement possible vers l'autre. Puis clarté veut dire aussi on valide. Donc, je pense qu'on réglerait beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et moi, je dirais que lorsqu'on a à livrer un message, lorsque c'est nous-mêmes qui avons à livrer un message, la première responsabilité qu'on a, c'est la vérification de quelle façon ce message-là, il est entendu. Et si on fait ce premier pas-là, on va avoir beaucoup plus facilement une collaboration sur le partage de points de vue que si on prétend à la base que le message a été exprimé clairement. Moi, en quelques mots aussi, je pourrais dire faire preuve d'empathie, de respect envers soi-même et les autres, et de bienveillance et d'humilité au départ. Je pense que ça va aider si c'est réciproque, évidemment, mais je pense que ça part de nous au départ aussi. Donc, c'est quelques mots-clés que j'ajouterais aux vôtres, messieurs. C'est bien ça. Puis peut-être pour finir, je dirais... les conflits, c'est la base à cause de la communication. Donc, on a 2 oreilles et une bouche. C'est vraiment de bien prendre le temps d'écouter avant de parler, puis d'être le plus clair possible, là, dans le respect. Alors, le mot respect est bien important. Là. Ça fait, je pense tout dire, il faut juste bien le dire au bon moment, de la bonne façon, selon la bonne. Donc, je pense que ça résume bien. Bon, bonne journée à tout le monde. Merci au conflit parce que c'est grâce au conflit qu'on apprend à communiquer ensemble. Merci, messieurs, et à un prochain panel. Merci. Merci à vous. À bientôt.